Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Nos banques financent encore massivement les énergies fossiles. Donc on fait quoi? Montrer qu'il y a encore des leviers et qu'ensemble on a des résultats. Je pense que le sujet il est sur le système en fait. C'est le système qui marche pas vraiment. On a eu des bibis comme ça avec des entreprises monstrueuses, mais monstrueuses dans la taille. Hello à tous et bienvenue sur Maker. C'est la première émission pour entreprendre le futur. Quel j'espère. honneur. Et enchanté de t'avoir et surtout ravi de t'avoir sur ce premier épisode que j'appelle bêta puisque on va voir où est-ce que ça nous mène. Je dis il y en a peut-être pour 1 heure, peut-être pour 1 heure et demie. J'espère pas qu'il y en ait pour plus que ça pour toi, mais on verra. Et ravi de t'avoir Maud. Enchanté. Merci Gabriel. Comment vas-tu? Très heureuse d'être ici et je vais très bien. Trop bien. C'est bon, tu t'es fait aux caméras, au studio, tout Au ça. Bitcoin en violet ici. Il le voit pas, personne ne le voit, c'est pour la lumière. Ah mince, d'accord. Il y a un gros mot. C'est incroyable, le logo Gringotts ici, jusqu'ici, c'est très bien. Ouais. Et il y a un mot qui est assez spécial derrière moi, là, pour ceux qui voient. Est-ce que c'est un gros mot pour certains écolos, je peux même dire? Ou pas? Alors je le dis quand même pour ceux qui ont que les écouteurs ou qui peuvent que écouter. Il y a écrit growth. Bon, il y a Makers Media évidemment. Mais en gros, il y a growth. C'est pas un gros mot, c'est juste une logique qui est remise en question dans un monde, tu connais la chanson, dans un monde aux données et aux limites finies. Vouloir toujours plus de growth, donc de croissance, ça semble un petit peu illogique. Donc on fait quoi? Tiens, 3e minute, on fait quoi? Alors, en 3 parties, allons-y. Non, j'ai pas de solution miracle. J'ai quelques bribes de solutions que je vais t'exposer, que justement, j'essaie de mettre en place avec Gringotts. Après, comment sauver le monde je pense qu'il faut plusieurs cerveaux là-dessus. Ouais. Et il y a plusieurs cerveaux brillants qui commencent à y réfléchir assez sérieusement. Plutôt occupés à envoyer des trucs dans l'espace actuellement, mais peut-être qu'ils se Ou à faire cliquer ouais. des gens sur des ads aussi. Je sais pas si tu as vu, c'est un peu le drame de ce qui se passait ces derniers temps. Ça fait déjà au moins 5 ans qu'ils en parlent, mais que les cerveaux les plus brillants des États-Unis, puis un peu de partout, avant étaient focus à faire de la finance, et maintenant sont focus à améliorer des taux de conversion, soit dans des apps, soit sur des ads. Parce que c'est le seul but, c'est le business. Écoute, du coup, j'espère qu'un jour, ils seront juste à trouver des technologies bas carbone, à vouloir trouver aussi des énergies bas carbone, enfin bon, à trouver toutes les solutions qui nous manquent aujourd'hui. Et est-ce que ça a quelque chose à voir, tout ça, avec la semaine dernière, on était déjà censé se voir, mais tu as une super excuse, j'aimerais vraiment avoir ce même genre d'excuse un jour. Désolé Gabriel, je suis vraiment désolé, mais en fait, je suis invité à l'Élysée, donc tu me permettras de venir la semaine prochaine. J'étais pas invitée à l'Élysée, j'étais invitée à un dîner pour Encore l'Élysée. Mieux. Ok, pour l'Élysée. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou... Pas du tout. Ah non. Va y avoir beaucoup de frustration parce qu'il y a des trucs que je peux pas dire encore. C'est pas seulement moi, c'est toute la communauté derrière qui va se dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? Puisque justement on a l'impression qu'ils font pas grand-chose. Ma chère communauté, suivez-moi sur les réseaux, vous saurez très bientôt. Et voilà, c'est déjà placé. Okay, voilà, c'est bon, c'est fait. Ok, très bien. Donc tu peux pas en dire plus. Bon, donc je pourrais pas savoir aussi comment être invité. Tu me le diras en off, je te jure, je dirai rien. Je te dirai en off comment il faut faire. J'ai envie de commencer avec une citation. Et c'est celle qui dit « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » C'est Henry Ford qui a dit ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, moi, cette citation, je la comprends très bien. Et je pense que réellement, si les gens connaissaient le système bancaire et comment ça marche, il y en aurait quelques-uns qui seraient vraiment pas contents, quoi. Et moi, c'est une de mes grosses découvertes avec Gringotts. Donc, je fais bac S, prépa, école de commerce, donc normalement des études un peu supérieures. Enfin, en tout cas, dans le supérieur. Et j'ai jamais appris comment notre système financier marchait, comment est-ce que les banques gagnaient de l'argent, d'où venait le crédit, par exemple. C'est surtout ça que nous, on essaye d'expliquer et qui marche assez bien sur nos réseaux, c'est expliquer le système bancaire et, par exemple, la création monétaire. Le fait que ce ne sont pas nos États qui frappent monnaie, ce n'est pas forcément non plus la BCE, elle fait que les billets, mais qu'aujourd'hui, il y a 80% de notre argent, de notre monnaie, qui est de la monnaie digitale, finalement, qui ne va jamais être sous forme de billets, qui est une écriture comptable dans les ordinateurs des banques, et que ça, ce sont des banques privées, donc entreprises à but lucratif, qui créent la monnaie.
Donc c'est fictif. Tu as une ligne qui apparaît, tu as une ligne qui disparaît de temps en temps. Exactement ça. La création et la destruction monétaire. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il y a de bien ou qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ouais, c'est des gros débats philosophiques. Hein. Franchement. Non, si on s'en tient vraiment au strict minimum, au strict minimum BCE, donc Banque Centrale Européenne, qui donc, donne les taux. Je me rappelle plus bien ce qu'ils font. Si on va reprendre simplement, tiens, pour ceux qui écoutent. Étape 1, qui est-ce qui frappe monnaie? Et surtout, comment est-ce que ces banques gagnent de l'argent aujourd'hui? Et je pense qu'il faut différencier quand même, comme tu dis, les banques d'investissement, les banques qui font du crédit, qui ne sont pas censées être les mêmes. Bah, t'as des grosses banques qui font tout, hein, banques de détail, banques de crédit, qui font aussi du crédit, de l'investissement. Alors en fait, donc on a l'impression que notre masse monétaire, donc tout l'argent qu'il y a, par exemple en Europe, c'est des billets, c'est des pièces, ce qu'on peut toucher dans notre porte-monnaie et tout. Mais comme je te disais, il y a beaucoup plus de la moitié, entre 80 et 90% de la monnaie qui est impalpable, qui est juste sur, bah voilà, on va te rajouter plus 1000 euros sur ton compte, on va t'enlever plus 1000 euros sur ton compte, ça c'est de l'argent qui sera jamais sous forme de billets. Et en France, et moi-même la première, j'avais un peu l'impression que quand tu arrivais et que tu mettais de l'argent à la banque, bah, tu avais l'équivalent en billets qui dormait dans un coffre bien tranquillement et qui t'attendait pour que tu reviennes le retirer. Alors que pas du tout, évidemment. Évidemment, on l'a vu en 2008. Hein. Quand on retire trop vite, bah, y a plus grand-chose. Ah, il faut pas faire ça. Hein. Il faut pas faire ça. Ouais, non. Et du coup, en fait, c'est une grosse partie de notre argent et c'est de l'argent qui est scriptural et qui, du coup, en fait, est créé par nos banques lors des crédits. Les crédits, on a l'impression que c'est l'argent des autres clients qui nous est prêté, alors qu'en fait, pas du tout dans la majorité des cas. C'est de l'argent qui est créé ex nihilo. On appelle ça de la création monétaire ex nihilo, donc à partir de rien, par les banques, et qui va du coup comme ça grossir la masse monétaire, mais aussi quand tu rembourses ton prêt, il va y avoir la destruction monétaire. Donc elle va retirer ses lignes petit à petit, et ce qu'elle va garder juste, c'est l'intérêt. C'est comme ça, en partie, qu'elle gagne de l'argent. Parce que nos banques aujourd'hui, elles ont... Enfin, t'as 1000 sources de revenus, quoi. Voilà, et il y en a une qui est pas mal, c'est ce qu'ils font de cet argent aussi. Ils l'investissent, ils le gardent pas juste comme ça, bien au chaud. Évidemment. Ils investissent beaucoup. Le fait aussi, tu vois, les crédits, à qui est-ce qu'ils prêtent, quels projets ils permettent de créer, où est-ce qu'ils investissent, quelles actions ils achètent, quelles prises de participation ils ont, quels actifs, tout ça, ça fait beaucoup de choses et c'est pour ça qu'ils pèsent énormément dans l'économie et aujourd'hui aussi dans la crise climatique. C'est quoi alors le problème? Si on devait le résumer dans une grande ligne, c'est quoi le gros problème que tu as détecté? Tu t'es dit, bon, bah, c'est pour ça que je dois lancer cette nouvelle banque. Ça a été assez long à détecter, pour être honnête. Et en fait, en une phrase, c'est que nos banques financent encore massivement les énergies fossiles et que du coup, il y a encore beaucoup trop d'énergie fossile et d'émissions de CO2 qui sont faites à l'heure actuelle. Et la logique est simple. Si les énergies fossiles, les projets, les entreprises qui exploitent, produisent tout ça, charbon, gaz, pétrole, n'avaient pas le soutien des banques, eh ben, très logiquement, elles pourraient en faire beaucoup moins de pollution. Et sauf qu'aujourd'hui, elles ont encore massivement le soutien des banques, et notamment des banques françaises, qui sont tristement des championnes dans le financement des énergies fossiles. Tu disais un truc très juste là-dessus dans un de tes TEDx, sur le fait que, en fait, en France, on va pas dire qu'on est des champions de l'écologie, mais on est quand même assez bons, on est des bons élèves. On n'est pas... Le rapport au nombre d'habitants, ou même en général dans le monde, c'était quoi? 1%? On émet 1% des gaz à effet de serre? Ça passe. C'est pas énorme. Après, on n'est pas des très bons élèves à l'échelle individuelle. On émet beaucoup de CO2 à notre échelle. Toi, moi, un Français moyen, c'est 10-12 tonnes de CO2 émis par an. Pour rappel, si on devait respecter les accords de Paris pour rester en dessous des 2 degrés, on devrait émettre que 2 tonnes de CO2 par an par personne. Donc on a une grosse marge. Après, on a l'avantage en France que notre mix électrique, donc comment est-ce qu'on produit l'électricité, il est pas mal décarboné grâce au nucléaire. Donc c'est cette grosse partie-là qui nous évite beaucoup d'émissions. Mais oui, en effet, la France... Alors, il y a beaucoup d'émissions aussi qui sont exportées. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup de produits étrangers qui polluent du coup dans leur pays. Ces émissions sont comptabilisées pour leur pays, alors que finalement, ce sont des Français qui en profitent. Mais oui, si la France demain devient vraiment 100% énergie renouvelable, on est tous des parfaits élèves et tout... On passe de 1% mondialement
1 ou 2% à... voilà. Donc 0,5. Enfin, si on prend en ordre de grandeur, c'est important, mais si on prend en ordre de grandeur, il serait peut-être temps que les gros commencent à se bouger les fesses. Voilà, ça va pas non plus être la révolution. En revanche, nos banques françaises, par exemple, sur l'année 2018, c'est 4,5 fois les émissions de CO2 de la France territoriale sur cette même année. Donc les 4 plus grandes banques françaises ont émis 2 milliards de tonnes de CO2, alors que la France, c'est 400 millions de tonnes de CO2 par an. Donc c'est immense. On se rend compte que la finance, là, a un poids absolument incroyable. Si on arrivait à ce que ces banques arrêtent de financer ces projets carbonés, donc qui émettent beaucoup de CO2, ça ferait une très grosse différence, là, beaucoup plus. Et surtout que la finance nous permet d'avoir une action, en fait, complètement extraterritoriale. Et donc de dire, non, on ne va plus financer cette nouvelle centrale à charbon en Chine ou en Inde, et on va financer au contraire des énergies renouvelables, d'autres projets. Et donc ces projets-là, s'ils n'ont plus de financement, alors il y a beaucoup d'autres sources de financement et d'autres banques qui seront peut-être jamais très enclines à vouloir lutter contre le changement climatique, quoique dans tous les cas, un jour si. Mais ces projets, ça serait beaucoup plus difficile. Enfin, c'est comme une start-up, comme une entreprise, tu vois. Si tu ne trouves pas de fonds, il ne se passe rien, en fait. T'arrêtes. Il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Hein. Et donc, toi, tu t'es dit, faut que je change ça. Je lance ma propre banque. Et on va faire quoi? On investit que dans des projets plus green? C'est ça. L'ambition, c'est de devenir une banque, à terme. Alors, pour devenir une banque, il y a différents niveaux de licence. Parce qu'on n'a pas choisi le milieu le plus simple. Hein. En gros, on s'est dit qu'on allait lancer Gringot, pas parce qu'il fallait aujourd'hui une banque verte et qu'il n'y en avait pas. On est parti du constat que qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui qui avait le plus d'impact en termes d'intensité et aussi de rapidité. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la banque. C'est de réorienter les flux financiers vers des projets qui, au contraire, construisent la transition bas carbone. Si ça avait été de faire des chemises en lin, on aurait fait des chemises en lin. Pas de chance pour nous, c'est la banque, du coup. Une des industries et des milieux les plus régulés, politisés, lobby, vraiment tout le pire pour lancer une entreprise est là. Mais aussi d'énormes possibilités et un levier d'action incroyable. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait commencer à construire Gringot, exactement. Bravo. Bravo déjà. On est au début de l'aventure, mais on est content. Ouais. Est-ce que tu as quelques chiffres déjà? Parce que je sais que j'ai envie de discuter plein de trucs avec toi, notamment, on a déjà parlé un peu de la finance. Après, j'ai envie de te dire, je vois un peu ce que BNP est en train de faire justement pour la nommer que, et des choses vraiment très cool sur justement l'investissement vert. On va en discuter. J'ai pas d'avis du tout, moi. Donc, me regarde pas comme ça, moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien fait. D'éco-entrepreneuriat. Et puis aussi de comment tu as bâti cette communauté, qui est quand même assez grande aujourd'hui. Où est-ce que tu les trouves? Il y a combien de personnes? Puis on finira sur des rapid fire questions. Vous savez déjà ce que c'est pour ceux qui nous écoutent. C'est une série de 10 questions entre perso et pro pour voir comment est-ce que toi tu réagis. Très bien. Et vas-y, on commence par le début. Donc sur cette communauté. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 100 000 personnes qui suivent nos aventures au quotidien. Sur à peu près tous les réseaux. Donc c'est notre plus grande fierté actuellement. Et c'était vraiment le plus gros défi, enfin un des plus gros défis, parce qu'en vrai tout était un énorme défi et tout était un énorme défi dans ce projet. Mais un des gros défis, c'était d'arriver à parler d'écologie et de finance, soit deux sujets très lourds, un peu chiant ou pessimiste, qui te donne un sacré coup de blues, et pas le genre de choses que tu scrolles le matin et qui te met de bonne humeur, quoi. Et donc... comment tu fais? Comment tu fais pour le rendre? Je crois que c'est Philippe Biwick, c'est ça? Biwick qui dit ce qui est difficile dans cette transition, c'est de rendre le futur désirable. Exactement. Et excitant. Et c'est le gros problème des plus jeunes générations, apparemment, c'est vraiment le côté découragé, qui fait qu'elles veulent même plus faire d'efforts, tellement elles ont l'impression que c'est foutu et qu'on n'a aucune chance. Alors pour ces générations-là, j'ai envie de vous dire, vraiment, entre plus 2 degrés et plus 6 degrés, il y a quand même une énorme marge et il faut quand même continuer à se battre. Parce que ça va être... chaque milli-degré compte et il faut absolument continuer à changer les choses. Mais du coup, comment on fait pour rendre ce sujet intéressant? Écoute, j'ai pas de recette magique. Je sais juste que moi, j'ai commencé à en parler comme j'aurais aimé en entendre parler quand j'ai découvert ce sujet ou avant même que je le découvre. Donc, alors c'est comment? C'est on rigole,
Comment on le rend fun? Parce qu'en fait, c'est catastrophique. Comment on rend la catastrophe fun? Alors, déjà, on vulgarise au max. C'est-à-dire qu'on simplifie, on reprend les bases. Moi, j'avais l'impression que le changement climatique, j'étais à peu près au courant de ce que c'était. On nous rabâche ça depuis, je sais pas, depuis que je suis née. J'ai l'impression que j'entends parler dans les médias, partout. Mais toute ma vie, je me suis dit, je viens de Dijon à la base. Plus de degrés. Bon, ce sera cool. Il fera chaud en été, on aura une piscine, quoi. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et donc, juste comprendre ce que c'est plus de degrés, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui justement l'ajoutent juste à leur moyenne de température locale et se disent bon bah ça va, c'est pas la mort, on va passer de 18 à 20 degrés, ça va aller, alors que bah, si c'est carrément la mort au sens littéral, sans vouloir casser l'ambiance. Et du coup, donc j'ai commencé à beaucoup m'éduquer, moi, plein de Alors, pourquoi c'est la podcasts, mort? pareil. Je pense que ça va être intéressant parce que moi aussi j'ai appris ce truc-là en préparant notre interview. J'ai la chance d'avoir un petit frère qui est là-dedans dans l'ingénierie durable, je ne sais pas quoi, architecte. D'accord. Donc il m'a un peu forcé le pas là-dessus. Et pourquoi c'est extrêmement grave, 1 ou 2 degrés en plus? Alors, juste une comparaison, et moi, ça a été mon gros déclic, c'est Je crois que j'ai eu le Aurélien même. Barraud. Ah ouais? Vas-y. Aurélien Barraud, pendant un podcast, qui pose la question aux auditeurs. À votre avis, de combien la température mondiale a augmenté depuis la dernière ère glaciaire, donc il y a 20 000 ans? Et la dernière ère glaciaire, bon, bah, pour ceux qui ont mon âge, tu as l'âge de glace, voilà, les mammouths. Il y a 1 kilomètre de glace au-dessus de la France, on peut marcher jusqu'à l'Angleterre, enfin voilà. Et donc, quand il pose cette question, je me souviens très bien où je suis, je me dis, bon, je sais pas, 40 degrés. Il faisait moins 20 à l'époque, il fait plus 20 maintenant. À peu près 40 degrés de différence, de variation. Et en fait, non, c'est 5 degrés. 5 degrés sur 20 000 ans a fait fondre 1000 mètres de glace au-dessus de nos têtes, a fait qu'on a une température parfaitement vivable, des forêts, qu'il fait chaud l'été, enfin, toutes ces choses-là, c'est que 5 degrés sur 20 000 ans. Aujourd'hui, on parle de plus 2, plus 3 degrés sur 300, 400 ans. Et on n'a pas de comparaison en fait dans ce sens-là. On ne sait pas. Mais je sais juste que Dijon, ma Bourgogne natale, les vieux chênes, l'herbe grasse et tout ça, a priori, c'est plus là du tout. Et c'est plus là du tout à mon échelle de vie. On a le temps géologique s'est rétréci pour être à l'échelle humaine. Et je pense qu'on a tous ces expériences-là de, je sais pas, l'hiver, moi, normalement, il neigeait chez moi, ou alors l'été, quand je marchais dans ce pré, j'avais 1000 sauterelles qui sautaient, et maintenant, j'en ai plus aucune. On sent, on voit, même à notre échelle, déjà le réchauffement, et du coup, ses conséquences, notamment, par exemple, sur la biodiversité. C'est hyper intéressant. Je ne l'avais pas du tout, celle-là, comme comparaison. J'avais celle de Monsieur Jancovici, qui explique... la même veine, hein. qui explique, et je trouve que son image est encore plus simple, c'est de se dire... essaie pas de réfléchir plus loin. Imaginez la Terre comme ton corps, le corps humain. On est à 37 degrés. Quand on a fait 39, un TikTok là-dessus. Ah, bien vu. Quand tu es à 39, ça va moins bien d'un seul coup. Et c'est que 2 degrés. Imagine quand tu augmentes de 3 ou de 4. Je trouve que c'est... J'ai entendu ça, je fais, oula, là, il marque un point, le monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une banque? En fait, on fait tout ce qu'on peut. Vraiment tout ce qu'on peut, tous les gestes comptent évidemment, en parler aussi, compte beaucoup. Mais on peut continuer sur en parler comment? Genre comment on rend ça pas culpabilisant, assez fun, et ouais, aller dans la bonne... C'est très difficile, parce qu'à un moment donné, tu dois quand même parler du problème et dire, bon, bah voilà, c'est une catastrophe, ça va être une catastrophe, changer. Là où on peut amener un peu d'optimisme et justement de joie et de bonheur, c'est de montrer qu'il y a encore des leviers, qu'on n'est pas complètement foutu, qu'il y a encore des choses à faire, et qu'ensemble on peut, et qu'ensemble on a des résultats. Et ça c'est ce qui donne la pêche. Parce qu'aujourd'hui, on a notre génération et toutes les personnes qui vivent actuellement sur Terre ont vraiment rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un pivot incroyable de l'histoire de notre espèce humaine. Et on va voir, et ceux qui vont, ou celles qui vont réussir à trouver des solutions vont vraiment changer les choses. Et si on ne trouve pas, ça va aussi être rédhibitoire pour notre espèce. C'est vraiment le plus grand défi qu'on ait jamais vécu en tant qu'humain. Donc, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des places dans l'histoire vraiment à prendre, et je ne comprends pas pourquoi nos politiques n'ont pas forcément compris ça,
Je sais qu'Emmanuel Macron... C'est toi qui as fait un dîner, hein. Moi je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas rencontré encore Monsieur le Président, mais je sais que une de ses grandes figures qu'il aime bien, c'est Napoléon. Napoléon qui est rentré de l'histoire pour ses batailles, avoir changé un peu la physionomie de l'Europe, d'avoir été le petit Corse qui s'est élevé jusqu'au plus haut sommet du monde. Et aujourd'hui, il y a des choses à refaire de ce niveau-là. Il y a des batailles à gagner à ce niveau-là, qui est d'empêcher la crise climatique, la 6e extinction de masse. Et personne ne prend cette place. Personne ne prend cette place. Je comprends pas. Pourquoi ? Voilà. Ben, je sais pas. Parce que s'ils ont envie de... Même très égoïstement, s'ils ont juste envie que leur nom soit dans les livres d'histoire dans 100 ans, c'est maintenant. Et non, on parle encore de choses très très court terme. On continue, notamment dans le discours politique, à vouloir tourner les écolos comme des gens en Sarwell qui dansent autour d'un feu et qui fument. Enfin voilà, c'est encore très très... Ces Zemmour qui disaient les écolos, c'est comme les pastèques, rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. Enfin, on en est encore à ce niveau-là. Et je sais pas pourquoi, très personnellement. Je pense qu'il y a une énorme place en politique à prendre pour justement juste dire que les écolos, c'est pas des vieilles personnes. C'est hyper intéressant. Je pense que le sujet, il est sur le système, en fait. Enfin, c'est le système qui marche pas vraiment. Si t'es forcé à voir court terme, pourquoi tu arriveras à changer ton comportement ? Est-ce que tu es en train de sous-entendre qu'il faut pas de modèle démocratique J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il faut retourner au septennat. J'ai jamais dit ça. Je dis qu'en 5 ans, on peut pas faire grand-chose. En 6 non plus. Mais tu peux commencer à essayer de planter les fondations et tout. Bah, les fondations pour le prochain et tout, ou la prochaine, un jour. Non, je pense que en vrai, en 5 ans, quand on dit que chaque geste compte, chaque année compte aussi, chaque mois compte, chaque jour compte. Donc même en 5 ans, il faut essayer de faire le maximum, d'impulser justement un changement de conscience. Je suis très contente, par exemple, qu'il y ait le nouveau film sur Netflix, là, Don't Look Up. Parce que, exceptionnel. Incroyable, mais surtout, enfin, la lutte contre le réchauffement climatique est passée de quelque chose de complètement pas à la mode, très ringard et tout, à la pop culture américaine portée par Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet et Jennifer Lawrence, donc les plus grandes stars et modèles actuels pour... Donc voilà, mais ça va fond, devenir... D'accord que le fond de Don't Look Up, il pointe exactement ce que je suis en train de dire. Je parle du système. Je parle pas du système juste démocratique. Ça, République démocratique, c'est pas le sujet. C'est le système dans sa globalité. Le capitalisme. Oui. Enfin, la fin de ce film, j'ai trouvé ça exceptionnel. Tout est magnifique. Trop triste. C'est magnifique. Je voulais une happy end et tout, moi. J'étais trop triste. Ça m'a déprimée, je t'avoue. Là, t'es en train de spoiler tous ceux qui l'ont pas vu. C'était... Mais pas... Non, c'est super à la fin. À la fin, ils se retrouvent tous quand même, ils dînent tous ensemble. Oui, c'est ça. Ça se passe super bien et ils sont heureux. C'est très cool, c'est très bien. Ils sont juste... Regardez-le. Non, ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film qui... Je dirais pas qui dérange, mais quand même. Je trouve qu'ils ont bien réussi cet exercice de rendre fun le pas fun du tout. En fait, ils ont surtout réussi à matérialiser le défi de la lutte contre le réchauffement climatique, et notamment le réchauffement climatique, cette menace-là. Je pense que des grands problèmes de ce problème-là, justement, c'est qu'il n'est pas visible. Il n'est pas palpable, tu le vois pas. C'est pas comme vraiment une comète qui va arriver et qui va tout faire exploser. C'est rapide, mais en même temps très lent. C'est sur une année, ça va changer, puis sur 10 années, encore un peu plus, et 20 ans, un peu plus, et tout. Et surtout, la malédiction, c'est que on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que si toi, au quotidien, tu fais des gestes, t'arrêtes de prendre la voiture, tu renies sur ton confort, tu mets plus le chauffage, enfin vraiment tout ça et tout. Si ton voisin, il a décidé de mettre 2 fois plus fort le chauffage, de prendre un plus gros 4x4 encore et tout, vous aurez le même résultat à la fin. Et on aura tous le même résultat à la fin. On n'a pas notre petit carré d'atmosphère personnelle au-dessus de nos têtes, comme, tu vois, nos corps, notre santé et tout ça. Et du coup, c'est très difficile vraiment d'embarquer les gens sans qu'ils se sentent découragés à la fin, de voir que finalement, pas assez de personnes suivent le mouvement ou qu'à côté, ils font encore n'importe quoi. C'est ça qui est très difficile. Et puis ce qui est difficile, c'est d'amener, des synergies, de faire en sorte que on fasse avancer les choses de ce côté-là, mais en même temps qu'économiquement, ça serve aussi quelque chose. Tu me vois arriver avec ma prochaine question, c'est une banque verte, c'est bien, ça reste une banque. Il faut gagner de l'argent. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent ?
Alors nous, c'est très simple, c'est 6 € par mois. Mais tu sais, alors évidemment, il faudra arrêter à un moment donné de parler de croissance exponentielle et infinie et tout, mais aujourd'hui, si on parle vraiment d'un point de vue assez moyen-termiste, la transition bas carbone, construire les nouvelles infrastructures, les nouvelles sources d'énergie, enfin tout ça, ça va créer beaucoup, beaucoup d'emplois. Ça peut aussi, ça veut pas dire que demain on a plus d'argent, qu'on paye qu'en coquillage et tout ça, hein. Il faut juste qu'on arrive à se mettre des limites, à se mettre dans le carcan et à avoir conscience des limites de notre propre planète. Et en fait, c'est même pas à nous de nous les mettre. C'est soit on est assez intelligent, on se les met assez rapidement, soit en fait ces limites vont se manifester toutes seules. Sauf que là, ça va être. Tu penses que l'humain est intelligent ? Je pense que l'humain, personnellement, individuellement, est très intelligent. Je pense que l'effet de masse et de groupe, et justement, en fait, surtout la fragmentation de la responsabilité du groupe que te confère le groupe. Le fait que tu ne te sens pas responsable parce que tout le monde le fait. Ça, je pense que ça va être assez compliqué à gérer, mais qu'il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même, si un jour un président américain ou même chinois qui a une révélation qui devient écolo, les choses peuvent bouger très rapidement. Et on l'a vu avec le Covid. Peuvent se mettre en place des mesures radicales, assez drastiques et assez rapidement. Il faudrait juste faire la même chose pour l'écologie. Et les Chinois, je pense qu'ils y réfléchissent depuis déjà un moment, eux. Ils gèrent, hein. Ils gèrent leur truc. Ils essayent en tout cas de gérer leur démographie. Ils essayent de gérer... Je dis pas que c'est des écolos, hein. Je dis qu'ils ont certainement un plan quelque part. En fait, ils ont dû gérer pour la pollution de l'air déjà, et ils continuent parce que ça les tue directement. Mais ça, c'est vraiment en quelques années. Tu connais cette anecdote que les riches chinois achètent de l'air, genre de l'air de l'Himalaya par exemple, ils se le font ramener comme ça, en avion d'ailleurs, je crois. Mais... C'est bien, c'est smart. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on avait fait un voyage avec mes parents à Pékin. Et c'était la première fois de ma vie où tu voyais pas le ciel, le soleil. Vraiment, c'est pas parce qu'il y avait des nuages, c'est vraiment parce qu'il y avait un voile de pollution et c'était incroyable comme sensation. Très claustrophobique d'ailleurs. Tu vois pas, en fait, il se passe rien, c'est terrible. Donc eux, oui, j'ai lu aussi qu'ils avaient interdit la pêche sur un immense lac parce que il y avait plus assez de poissons et tout. Mais c'est presque trop brutal. Il faut aussi penser aux personnes économiquement parlant et tout, qui sont dépendantes de ces ressources-là. Est-ce qu'il peut y avoir une révolution sans brutalité ? Ah ouais, tu vas vraiment deep down là, d'accord. J'y vais jusqu'au bout et après je reviens sur comment est-ce que tu fais dans une communauté, je te jure. Je te dis, une nouvelle émission. Est-ce qu'on peut avoir une révolution sans brutalité ? C'est un peu un buffet à volonté. Je sais pas, Gandhi, il avait pas fait ça. Boycott, non-violence, il a réussi à la fin en 47. Hein. L'indépendance de l'Inde. Écoute, oui, je pense, j'espère. J'ai pas envie d'avoir une guerre civile en France, écolo contre pas écolo. Non, et en vrai, toutes les crises, qu'elles soient financières ou sociales, ces choses-là sont les pires ennemis de l'écologie parce qu'en fait, on a une vision qui est à ce moment-là très très court-termiste et c'est très normal. On pense à aujourd'hui et pas forcément à demain et encore moins après-demain. Et du coup, c'est là où on fait n'importe quoi. Et par exemple, Covid, c'était vraiment branle-bas de coma. On a essayé de faire tout très rapidement. La masse de déchets plastiques qui s'est accumulée pendant cette période, c'est monumental. Les masques, les tests et tout ça. Et voilà, encore un exemple où on a pensé aujourd'hui, au jour le jour, c'était normal, il fallait agir tout de suite. Par contre, les conséquences, on va les payer encore très 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 longtemps. C'est vrai, il faut tout mettre dans la balance. Le fait que pendant le Covid, plus personne ne se déplaçait, donc plus de pétrole, le pétrole descend énormément, la consommation. D'un autre côté, il y a plein de masques. C'est quand même un immense bordel, tout ça. Ouais, après, t'as eu l'effet rebond, donc c'est bon, les émissions de CO2 sont reparties. Mais alors toi, tu penses quoi ? Qu'il peut y avoir une révolution sans violence ? Moi, je pense absolument rien. Je pose des questions et j'essaye de comprendre. Je pense rien, c'est génial, ça. C'est d'essayer de comprendre. Non, j'ai pas un avis tranché. Et je pense que c'est tout le but de cette nouvelle émission, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui la font, c'est d'essayer de comprendre le présent pour créer des décalages dans le futur. Donc d'avoir des avis un peu dans tous les sens et de comprendre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on le fait, et voir si vraiment comment est-ce qu'on peut impacter le futur. Mais évidemment que j'ai des petites idées à des endroits. Mais que tu n'exprimes pas ici.
Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Mais parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans la suite de... Je pense que le système doit aussi changer. Je pense que vu que tout est lié, et tout le monde le sait, là je dois avoir une grande généralité, mais vu que tout est lié, changer une petite partie, c'est ce qu'il y a d'important, mais il faut absolument que ça fasse changer le reste. Yes. Sinon, ça devient compliqué. Mais revenons directement à Green Got. Donc tu disais 100 000 personnes, donc c'est déjà magnifique de fédérer 100 000 personnes. Comment est-ce que tu démarres de zéro, vraiment entrepreneurialement, pour ceux qui écoutent et qui aimeraient se lancer ou qui pensent à lancer une action, un mouvement ou une boîte, ou peu importe. Moi, je crois beaucoup, tu me demandes ce que je pense beaucoup que le capitalisme, qui est un gros mot, va pas du tout contre les prochaines initiatives. Parce que je crois qu'en tant qu'humain, on a besoin d'incentives, on a besoin de rewards, et on ne peut pas tout faire juste, on va se dire, ça me paraît compliqué de se motiver pendant des années sur quelque chose où on ne voit pas beaucoup la suite. Comme tu dis, c'est tellement insidieux que tu le sais au fond de toi, mais c'est peut-être pas assez gamifié, par exemple. C'est très compliqué. Tu peux pas avoir de reward de lutter contre la crise climatique, à part des petits badges, enfin des trucs complètement fabriqués de toutes pièces. Tu vas pas avoir un arbre qui va te dire merci un jour, ce genre de choses. Tu vas pas pouvoir montrer... Peut-être, hein. Je pense aussi que j'irai voir des gens dans le transhumanisme, il y aura des trucs qu'on ne sait pas encore. Ouais, aujourd'hui, je peux te dire, les arbres vont pas te remercier. Enfin, je parle pas arbres, je sais qu'il y a des connexions et tout, mais en tout cas, a priori, tu l'entendras pas. Donc, c'est aussi un des gros challenges et des gros défis de notre projet. C'est que c'est pas comme si on vendait des baskets éco-conçues et que tu peux les porter et montrer à tous tes potes que voilà, regarde à quel point je suis bien pour la planète, j'ai des baskets qui polluent. Non, mais tu peux le voir autrement. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce genre d'initiative, c'est que ça reste quand même une entreprise, c'est pas une association, on est quand même là pour fédérer d'un côté une équipe, atteindre des objectifs. En fait, l'humain a besoin d'être ensemble et d'atteindre des objectifs à un moment donné. Exactement. Mais notre objectif, il est simple, hein. Plus on sera, plus on aura d'impact. Donc, on essaiera d'être le plus possible. Exactement. Mais ça, d'un côté, ça aide. Il faut quand même créer... Je crois beaucoup, moi, à créer de... Je pense que le capital doit être créé parce qu'on crée de la valeur. Et c'est vrai pour quand même, on va pas se mentir, 90% à 100% des PME. Il y a peu de PME qui vont essayer d'aller sur les bourses, créer de l'argent ou créer de la valeur avec rien ou de ce genre de choses. Il faut créer de la valeur pour une communauté qui est proche, par exemple, ou plus éloignée. Après, les entreprises vont pas être là. Enfin, il faut en tout cas aussi que le politique bouge. Il faut que l'individuel change aussi. On peut pas attendre des entreprises, je pense, et du secteur privé toutes les solutions. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais je suis un fervent croyant parce qu'il y a carrément un truc à jouer là-dessus. Et comment c'est quoi la première étape, toi? C'est quoi la première étape il y a 1 an et demi, 2 ans, voilà, pour te dire je lance un compte sur les réseaux sociaux, parce que déjà l'idée est un peu folle. Mais c'est quoi la première étape de te dire sur les réseaux sociaux, sur la communauté? Comment est-ce que tu décides de ta ligne édito concrètement? En vrai, c'est pas si réfléchi, hein. Donc moi j'ai fait un peu de marketing et de communication dans ma vie, mais jamais de plan marketing, ligne édito et tout ça. Donc je te dis, je suis vraiment partie du constat que je venais de découvrir un truc ouf, que j'avais jamais entendu avant, que je trouvais parfaitement révoltant, parce que donc l'idée c'est que notre argent, indirectement ou directement, via ces banques, finance les énergies fossiles, alors que dans ta vie de tous les jours, enfin de notre génération, on fait énormément d'efforts pour essayer de limiter justement notre impact sur la planète. Donc c'est un système complètement schizophrénique où le fruit de ton travail, ce pourquoi tu vas te lever tous les matins, va casser tous tes efforts fois 1000. Sans que tu le saches, Sans que tu le saches, mais en ton nom, alors que franchement, tu te fais chier à être dans le froid l'hiver, à pas prendre la voiture et tout ça. Donc ça, déjà, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est pour ça que, du coup, je me suis dit que j'allais créer une néobanque, enfin, Green Got. Et alors, la première chose à faire, c'est de trouver des associés. Donc, tout le monde se fout de ma gueule au début, notamment mon associé, Andrea, le premier, qui ensuite m'a dit, bon, ok, je regarde, et qui a dit, bon, ok, on se lance, parce que lui aussi est très sur ses valeurs écologiques. Et après, au niveau com, j'ai lancé Instagram et LinkedIn. Et alors, sur Instagram, c'est salut, au fait, tu savais que ton argent pollue? Et expliquer, mais alors vraiment, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles sur les réseaux, sur le design, donc c'est moi qui ai fait le design, le premier site, les réseaux et tout, je fais
tous les trucs qu'il faut pas faire. Hein. Donc t'apprends beaucoup et puis ensuite... C'est quoi les pires erreurs? Tu t'en rappelles? Les pires erreurs, pour le site, pour le tout début, je pense, de ton projet, c'est de vouloir économiser. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, mets une petite poche de 5 000 € au moins et dépense-la. Essaye pas de gratter vraiment les 10 € partout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour le site? Déjà, j'ai demandé à un ami. Donc, pire bail, demandez pas à vos amis, c'est le meilleur moyen de ne plus être ami après. Parce que j'ai un pote qui faisait un petit peu... qui faisait des webflows en fait. Donc, il m'a commencé à faire un webflow. Moi, je lui dis, voilà, je faisais sur PPT, sur PowerPoint, mes maquettes, parce que, aucune idée, qu'est-ce que c'est Figma, ce genre de choses-là. Donc, je dis, moi, j'aimerais ça, que ce soit là et tout. Et là, 2 semaines plus tard, pas de nouvelles, alors, j'ai pas eu le temps, je le fais là, maintenant. Enfin, bon, bref, tu peux pas lui imposer quoi que ce soit, puisque c'est ton pote, et puis c'est gratuit. Donc, tu peux pas lui dire, en fait, moi, j'attends ça maintenant, c'est le deadline, ça, c'est pas possible. Ensuite, il te rend le truc, il dit, ah non, mais ça, je l'ai pas mis, c'est trop moche. Genre, t'es là, attends, c'est mon entreprise, c'est moi qui décide, je prends bien et tout. Non, tu peux pas, tu dis, d'accord, si c'est trop moche. Donc, en fait, au bout d'un mois, tu te dis, ok, ça va pas le faire, donc tu vas prendre un free, le free le moins cher, évidemment, parce que tu continues dans ton erreur. En plus de ça, ton pote t'a laissé un peu une legacy tech, alors que t'as que 1 mois d'existence. Donc, ton free, il doit se former sur Webflow, parce que c'est sur Webflow que t'as fait ton premier truc. Ensuite, le free, comme c'est le moins cher, c'est le petit jeune... un peu qui code, mais qui a aussi d'autres histoires dans sa vie, les études et tout ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça. Et puis, à la fin, tu as tout ça, la legacy, tu as perdu 400 ou 1000 €, et puis tu dois tout recommencer depuis le début. Et en plus, tu t'es engueulé avec ton pote. Donc, ça. Ça pourrait presque être une histoire drôle. En fait, il faut toujours essayer de faire les choses bien, parce qu'en fait, la legacy, donc ce qu'on appelle la legacy, c'est l'héritage, par exemple technique, technologique, tu vas le trimballer et il faut tout de suite les bonnes bases. Donc n'essaye pas d'économiser. Dis-toi, prends-toi 5 000 €, 3 000 €, 2 000 €, dis-toi qu'ils sont perdus et voilà, essaye d'avoir tout de suite de bonnes bases et un bon truc qui tourne. Parce qu'après, nous, évidemment, sur Webflow, on avait notre site, mais en même temps, on avait un petit simulateur sur le site. Mais du coup, le code rentrait pas sur Webflow. Du coup, j'avais 4 exportations et, transitions à faire et tout, avant de le réexporter sur un WordPress. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, pour n'importe quel bug ou faute d'orthographe que je fais partout, c'était... Donc, du temps perdu, alors que justement, la ressource la plus importante, on n'a pas forcément... conscience de ça au début parce qu'on se dit j'ai du temps, c'est le mien à revendre, alors que non, le temps c'est toujours le plus important parce qu'en fait ta motivation aussi découle beaucoup du temps que tu passes au début. Ma question, c'est génial, ta motivation découle du temps, c'est exactement ça. À quel moment tu t'es rendu compte que ça prenait, que la sauce montait? Parce que quand tu passes des semaines et des semaines, comme tu dis, Webflow, la première fois c'est marrant, tu te rends pas compte, deuxième fois aussi, et en fait peu à peu ça devient vraiment plus lourd, parce que tu as un machin, puis il y a les comptes, et puis il y a les idées. Et en fait, quand il n'y a rien qui fonctionne à chaque fois, tu te dis, bon, on en est où? Nous, c'est les préinscrits. Donc, on avait une section où tu pouvais laisser tes infos et en fait te préinscrire. Et c'était amené comme précommander ta carte pour le compte, en fait. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, l'équipe, donc il y a Andrea, Fabien sur toute la partie tech, lui, pour le coup, beaucoup d'expérience, track record et tout ça, et moi-même qui suis assez jeune et qui n'ai pas fait 3 boîtes avant, et Andrea non plus, pas de 3 boîtes avant, donc pas de track record, pas d'HEC, pas de McKinsey, BCG ou quoi que ce soit. On peut dire bravo déjà. J'aime beaucoup quand les gens n'ont pas fait de grandes écoles. Ah ouais, du coup c'est dur. C'est rare. C'est très dur. J'ai pas fait non plus. Pour lever des fonds et pour rencontrer des gens. Je pense que c'est à peu près 2 fois plus dur. Mais en fait, j'avais pas conscience de ça. Moi, je pensais qu'au contraire, on était aujourd'hui dans un temps où on regardait moins les diplômes, ce genre de choses, tu vois, idéaliste. Je suis vraiment la naïve à chaque fois. Et alors, pas du tout, évidemment. Pas du tout, et sauf que tu peux pas te faire ton petit MVP, ton petit produit bancaire qui marche dans 3 restos et 2 distributeurs et regarder à quel point ça marche bien. Non, il faut tout de suite, beaucoup d'argent, genre des centaines de milliers d'euros et tout. Et du coup, comment on va aller chercher si les gens veulent pas nous donner tout de suite parce qu'on n'a pas de track record et tout ça et qu'on n'a pas... Et en plus, on parle d'écologie. Je te parle ça il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était pas la mode, hein. Le nombre de business angels ou de personnes qui m'ont dit l'écologie, c'est une mode, ça va passer.
Je suis là, tu sais, je suis pas sûre. Hein. Pour lui, ça va rester encore quelques temps. Hein. Donc voilà, et donc nous, c'était... Je suis pas sûre, non, ça c'est vrai que... je t'ai pas sûre. T'as quand même eu, on ne dira pas les noms, t'as eu des gens qui t'ont dit c'est une mode. Ah, mais la trend. Ils se sont dit c'est quoi la l'écologie, c'est la trend. Ah, vraiment, j'ai eu mais cette remarque, mais des dizaines de fois. C'est exceptionnel. Des dizaines de fois. Et quand tu leur dis, mais... Enfin, c'est pas une trend, c'est genre la suite du monde. Ah, ouais. Je comprends que t'aies pas envie de mettre d'argent, mais c'est pas une mode. Non. Après, c'est aussi... les personnes qui aujourd'hui ont de l'argent en France, c'est des personnes qui profitent aussi beaucoup de leur argent, c'est normal, hein, j'imagine, et qui du coup ont un peu, je pense, marre des jeunes filles, atresses ou pas, qui viennent leur expliquer que ils font un peu de la merde et qu'ils polluent un peu beaucoup et tout. Donc je pense que voilà, ils en ont marre des jeunes filles qui viennent leur apprendre la vie, tu vois. Donc, tu avais un peu ça aussi. Et du coup, nous, c'était absolument vital de montrer que notre projet, même s'il était... Parce qu'on a aussi la réflexion de genre, mais donc, elle est que verte. Je dis, ouais, c'est bien. C'est une vraie valeur perçue, ajoutée pour les gens, pour notre génération. C'est ce qu'ils veulent et tout. Ah non, moi, je pense pas. Ça doit être un détail, une feature en plus, tu vois. Non, je pense pas. Mais bon, bref. Donc, on a eu beaucoup de remarques comme ça. Et donc, c'était très important de montrer que notre projet intéressait. Et donc, on avait une grosse communauté. Et en fait, des personnes qui allaient devenir nos membres et qui allaient utiliser notre produit. Tu postes combien de fois par jour? Vraiment, mettons-nous dans les chaussures d'une personne qui veut se lancer ou qui est déjà lancée, qui se dit, ouais, mais ça, on réfléchit pas trop en amont, ok, mais en gros, je dois poster combien de fois par semaine? Ça doit ressembler à quoi? Mais tu te rends pas compte, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout à ce niveau-là encore, hein, mais c'est tellement pas prévu. En fait, donc ça dépend des réseaux. Ah ouais, non, je suis désolée, mais je veux pas vous donner votre strat com et marketing dans ce podcast, a priori. Moi, je le ferai, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Non, mais en fait, c'est juste que, par exemple, sur Instagram, on s'était dit qu'on allait poster tous les jours, un jour, et puis en fait, on s'est rendu compte que on n'arrivait pas à tenir au niveau du contenu, parce qu'on aimait raconter des choses quand même assez intéressantes, mais c'est compliqué hein, de créer sur le système financier ou les problèmes écolos, et tout ça. On est deux sur la com. Faut être fun. Donc il faut que ça soit quand même un peu intéressant. Faut que les gens apprennent des choses. Faut que ce soit beau aussi, parce que je suis très chiante là-dessus. Faut que ça soit beau. Voilà. Donc c'est très long. Donc il y a plein de choses. Tourner aussi. Se mettre soi-même en action, mettre sa tête et tout. Franchement, c'est dur, le nombre de prises que tu fais au début, parce que tu supportes pas ta tête, parce que c'est nul. Mentalement, tu sais, le poids de... Va falloir que je le fasse. C'est ça, exactement. Ah ouais, ça c'est terrible, ça. Je l'ai beaucoup. Faut que je le fasse maintenant. Tu sais que maintenant j'ai Émile, je peux lui dire fais-le, tu vois. Ah, t'as pas fait encore? C'est pour ça, mais c'est pour ça que t'as rencontré notre génial PE ici, qui est mon producteur. C'est trop difficile, sinon de se mettre soi-même le faut que je le fasse. Je sais que ça va prendre qu'une demi-heure, c'est pas très long. Mais pour une vidéo de 5 minutes, c'est chiant une demi-heure. Ah ouais, non, mais c'est ça pas très long dans une journée, une demi-heure. Tellement plus qu'une demi-heure en plus. Ça prend toujours un peu réfléchir plus. à l'idée, la créer, oui, puis ensuite il faut se filmer. Et moi, je suis très très chiante sur ça. Mon articulation, ma voix, ma tête, c'est vraiment des choses où quand je me vois, c'est horrible. T'as déjà écrit, tu sais ce que tu vas faire. Après, il faut quand même te filmer, donc pareil, il faut que le décor il soit un peu là, on se rend pas compte, mais quand même, il y a un peu de boulot. Difficile, parce que moi, je vis dans un 20 mètres carrés à Paris, où j'ai pas de lumière, déjà, de 1, et de 2, genre les fonds sympas et tout. Donc, il faut faire tout ça, et après, tu sais, quand t'es en train de le faire, t'as quand même cette pression de, bon, maintenant, il faut faire le dur, faut aller dans le dur. Et le vrai dur, c'est quand tu commences à appuyer sur record. C'est ça. Et encore plus dur, c'est quand tu t'appuies sur publier. Parce qu'au début, quand t'as pas l'habitude de publier et que tu te mets en avant, c'est vraiment toute ta personnalité que tu soumets au jugement des autres. Et si tu fais un bide, que j'ai fait évidemment plusieurs fois, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es jugé par les autres comme quelqu'un d'inutile ou que c'est nul ce que tu dis. Tu dis un truc hyper intéressant, je pense que tu mets le doigt sur ce dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu, peu importe B2B, B2C, etc. C'est que c'est bien beau, c'est cool d'avoir une communauté. Ah ouais, je fais une communauté, machin. Mais la vérité derrière, c'est surtout qu'on s'expose énormément à la critique, au final. Mais même quand tu fais une entreprise. Moi, ma plus grosse peur au départ, c'était évidemment d'échouer de ne pas avoir de l'impact. Mais la deuxième, c'était j'avais l'impression que j'allais sortir et que tous mes potes allaient me pointer du doigt en riant. Parce que c'était hyper ambitieux et que pour qui je me prends, de croire que je peux y arriver, que pourquoi pas moi, pourquoi pas mon projet et tout. Mais t'as fait comment alors? Parce que justement, comment est-ce que tu peux gérer ça? Parce que tu sais que la critique est partout. Quand elle est constructive, c'est cool. Quand elle est moins, c'est moins cool.
J'ai des potes sympas qui, qui souriaient juste, mais qui me disaient pas que... Si, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit que c'était un peu fou, mais juste au début. Et qui m'ont pas dit ensuite tu fais de la merde ou quoi que ce soit. Et ensuite, comment tu fais ? Franchement, tu stresses la nuit, quand il y a des problèmes, c'est très dur. Et moi, que j'ai arrivé, et je pense que c'est une des grosses qualités qu'il faut rapidement savoir acquérir en tant qu'entrepreneur, c'est de relativiser. C'est d'arriver à voir un peu ton problème, à quelle échelle et tout. J'y arrive. On se le dit tous, hein. Est-ce que tu y arrives vraiment ? Ça va pas prendre personnellement. J'y arrive parce que j'ai dans ma vie actuellement des problèmes familiaux et perso d'ordre de santé. Donc, en fait, les pires que tu peux avoir. Et du coup, c'est très triste, mais du coup, ça permet de remettre aussi... voilà, donc voilà. Mais rappelons-nous, mes problèmes Gringotts, c'est genre, je suis en bonne santé, voilà, j'ai pas de cancer, je suis jeune, en bonne santé, dans un pays en paix, avec un toit sur la tête. J'en suis déjà fait partie des plus chanceux du monde. Donc, tu arrives réellement à relativiser. J'essaye. Après, je te dis pas que quelquefois je stresse quand même, mais maintenant je dors la nuit. Il y a des fois où je ne dormais pas. Et ça, c'est insupportable. C'est quoi ta pire nuit blanche par rapport à ça, par rapport au projet? Je suis sous NDA, je peux pas te dire, mais il y a des trucs chauds. Des trucs chauds de ouf. Mais on s'est fait attaquer par des... Enfin, on s'est fait attaquer. On a eu des petits bisbis comme ça avec des entreprises monstrueuses. Mais monstrueuses dans la taille. Genre... oui, on parle de... Mais monstrueux. Mais vraiment, genre, tout petit David avec son lance-pierre et l'énorme Goliath face à toi. Et je me souviens quand c'est arrivé, c'était au tout début du projet, donc une grosse entreprise qui vient nous embêter. Et alors moi, j'étais là, mais j'en tremblais, quoi. Qu'est-ce qu'il voulait et tout. Genre, j'ai pas des millions à vous donner, je peux plus rien faire et tout. Et j'ai une partie de ma famille qui est aux États-Unis. Et donc, j'ai réussi. Donc, je connaissais aucun avocat ni rien. Donc, j'appelle finalement ma tante, mon ex-tante, parce qu'elle est plus mariée à mon oncle maintenant, qui connaît quelqu'un aussi, qui finalement m'appelle, et très à l'américaine, qui me dit faut que tu négocies. Et je suis là, mais comment je peux négocier face à eux ? J'ai rien à mettre en face et tout. Alors, tu t'en fiches, tu négocies, tu bluffes et tout. Et on a négocié et c'est passé. Et c'est passé. On a réussi. En plus, je crois savoir de quoi tu parles. Pareil, je le dirai en off. Toi, t'as pas le droit d'en parler. Non, moi, je peux pas en parler. Je veux pas ça encore. C'est passé une fois, c'est bien. Allons. Donc ça, c'est ta pire nuit blanche. Oubliez-nous un peu. Non, il y en a eu d'autres. Non, il y en a eu d'autres. Parce que évidemment, on est dans un milieu très réglementé. Donc, c'est très cool du côté consommateur, utilisateur. Par contre, du côté entrepreneur, il y a des choses qui dépendent pas de toi. Et je trouve que c'est la chose la plus frustrante, c'est d'attendre. Et on est face à des acteurs, notamment les contrôleurs, enfin la réglementation bancaire, ces institutions-là qui n'ont pas du tout le même rythme que toi, qui en ont rien à faire de toi. T'es pas vraiment au-dessus de leur liste, un petit acteur qui arrive là, ils sont gentils, mais je m'en fous. Et qui, du coup, en plus, avec le Covid, le télétravail et tout, ont eu des retards, mais phénoménaux sur leurs dossiers et tout. Et attendre. Comment tu gères l'attente ? Tu gères pas, t'essayes de pas y penser. Tu fais semblant aussi avec tes associés que t'y penses pas, tu sais, pour pas casser le moral et alors que tout le monde y pense. Et genre, non, mais ça va, ouais. Là, faut qu'on poste absolument sur Instagram. Là, voilà. Écoute, tu sais que ça va arriver un jour, c'est juste que c'est chiant, quoi. Et puis quand ça arrive, est-ce que c'est quand même la bonne nouvelle ou pas ? Ou c'est un peu en mode administration, il y a ça qui va pas dans le dossier, on en reparle dans 2 mois. Non, tout est... Là, j'ai pas de problème, là, je dors bien. Magnifique. Là, bien. Ah, il faut. Ouais. Et quand tu stresses comme ça, est-ce que tu as des techniques, tu as une méthode ? Qu'est-ce que tu fais quand tu es sous stress ou... Alors, je vais te mentir, je vais dire que je fais du yoga et de la méditation tous les jours. Superbe. Et officieusement, j'essaye beaucoup de la méditation. Je rentre chez moi, à Dijon. J'ai un petit chien, enfin mes parents ont un petit chien et tout, ça, c'est bien. Ma famille, ma petite sœur, mes parents, ça me détend beaucoup. Juste sortir en fait de l'espace que tu as l'habitude d'habiter, et du coup avec tous ces problèmes, juste prendre l'air, sortir, ça te change les idées radicalement.
relativiser, évidemment. Et pour le TEDx, mes méthodes pour pas stresser, j'en ai pas eu, puisque j'ai stressé de ouf. Je connaissais mon texte par cœur, évidemment, mais quand je suis arrivée sur le truc, j'avais fait un concours d'éloquence un jour, dans ma vie, et j'étais tellement stressée que j'ai compris l'expression « les bras m'en tombent ». J'avais des bras et j'avais plus du tout de nerfs dedans. C'était genre, je pouvais plus parler. Mes bras ne répondent plus. Et là, pour le TEDx... c'est les bras et que c'est pas la voix. Parce que le pire, c'est extinction de voix. Ah, mais pour le concours d'éloquence, j'ai fait la première vanne, personne n'a ri. Je dis, bon, ok, lis. Essaye pas, lis. Mais j'avais gagné, donc ça va. Et pour le TEDx, j'ai les genoux qui tremblaient. Première fois de ma vie que j'avais les genoux qui tremblaient, et j'ai demandé, mais ça se voit ou pas à la vidéo? Il me dit, non, ça va. J'ai regardé tout à l'heure quand même. Je pourrais jamais la voir. Mais non, le TEDx, c'était cool. Après, c'était pendant Covid. Du coup, j'étais pas dans le bel auditorium de l'école. Ça, c'est un peu dommage. Et quand tu parles, en fait, à 10 personnes, parce qu'il y avait que 10 personnes dans la salle, et que tu fais des vannes et genre, il y a 10 personnes qui rient, c'est peu, en fait. Tu te dis, ah, mince. Donc, c'est un peu déstabilisant, c'était ça. Après, 10 personnes, il y a moins de pression aussi. Ça aussi. Tu es devant 1000 personnes. Mais quoique, en fait, à partir du moment où ce sont des inconnus et que tu as 4 caméras sur toi et que tout le monde te regarde et que tu es dans le noir et que tu as des projecteurs sur toi, je sais pas si, tu vois, la salle aurait été plus profonde et il y aurait plus de gens. Est-ce que ça m'aurait plus stressé ou pas? Je sais pas. Comment tu gères entre le stress et l'énergie aussi que tu vois la scène t'apporte, les spots, les gens? Parce que c'est un peu le double tranchant, c'est un peu comme un couteau. C'est soit d'un côté, c'est catastrophique et il faut gérer, mais de l'autre côté, si tu arrives à te mettre à 2 cm de l'autre côté, c'est incroyable. Je sais pas, moi j'ai été catastrophique ou incroyable? À toi de me dire, toi qui l'as vu, hein. Moi, je trouve ça très bien. C'est vrai? Ah ouais. Ça me fait plaisir. Non, c'est vrai que c'est un stress qui te porte aussi beaucoup. Après, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de prophéties autoréalisatrices dans ce genre de choses. Genre, tu te dis, il faut pas que j'oublie mon texte, Et en fait, tu vas faire en sorte d'oublier ton texte à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Il y a une autre petite personne qui veut te mettre des bâtons dans la roue. C'est la même personne qui te dit, faut que tu ailles faire du sport. En début d'interview, je dis, arrêtez de me répéter de pas dire ça. Ah oui. Je vais finir par le dire. C'est ça. Par rapport à Goliath. Ouais. Donc c'est souvent ça, la même petite voix qui te dit non, on va pas courir ce matin, reste dans ton lit, alors que finalement t'as très envie. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup ça quelquefois. Et donc évidemment, à un moment donné, ça s'entend, il paraît, j'oublie, je sais pas, 1 ou 2 moments, un petit peu je bute sur les mots alors que je le connais par cœur, mais c'est juste que comme je suis tellement sûre que je vais oublier mon texte, il faut que j'oublie mon texte. Après, buter sur un mot, ça va. Hein. Oui, ça va, j'ai pas eu un blanc phénoménal, mais c'est chiant quand même. Petite technique, moi perso, là-dessus, c'est quand je suis invité à faire des panels, par exemple, je vais plutôt remettre ça dans le contexte, on va dire, quand j'étais plus jeune, et que j'avais du mal à gérer ça, je me disais, non, là, c'est vraiment un peu trop stressant, genre gros panel, avec que des clients hyper importants, une boîte qui m'invite et tout. Et je me disais, comment je vais gérer ça? Je devais juste poser des questions, mais bon. Et je me suis dit, en fait, c'est simple. J'arrive, il y a open champagne, il suffit de boire un peu. Ah oui. Direct. Et en fait, c'était exceptionnel. Là, il n'y a plus de sujet. Tout le monde se dit, il est quand même vachement à l'aise, le petit là-bas. Voilà. Je bois pas beaucoup d'alcool, donc j'ai pas cette option. Non, je dis pas qu'il faut en boire beaucoup, il faut faire attention. Faire attention. Mais petite technique pour si jamais c'est vraiment trop compliqué, je sais pas si je vous le conseille, mais ça fonctionne. Très bien, allez-y bourré. Voilà le conseil. Gabriel. Merci à tous. D'accord. Et j'ai encore d'autres questions, pas mal d'autres questions. Ça ressemble à quoi, une de tes semaines? Parce que là, à jongler entre Instagram, les Forbes, puis, parce que tu as quand même été élu Forbes, sorti Hunter sorti, les TEDx, de faire un maximum de médias tout le temps. Ça ressemble à quoi une semaine? Comment tu fais pour gérer genre le matin quand tu as 10 trucs à faire dans la même journée et qui ont pas trop grand chose à voir et il faut être super performant? Je suis pas forcément hyper performante tous les jours, je vais pas te mentir. Non, en vrai, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à gérer, donc il y a mes tâches de fond. Je suis encore beaucoup dans l'exécution. Et j'aime beaucoup créer les contenus, être toujours là et pas juste en position de management. Mais du coup, maintenant, j'ai aussi des équipes. Du coup, il faut que je sois dans le management et suivre les tâches et tout.
Et on est en télétravail, donc c'est asynchrone via Slack et quelquefois des appels. Et en plus de ça, j'ai les rendez-vous à l'extérieur pour les interviews, les podcasts, les médias, mais aussi potentiels investisseurs, personnes à rencontrer, parce qu'il y a plein de gens à rencontrer de très intéressants sur Paris et que je découvre, parce que je suis vraiment la petite provinciale qui a débarqué avec zéro connexion, et alors que c'est des personnes incroyables à rencontrer. Donc, en vrai, c'est très compliqué. J'essaye, moi, de mettre mes rendez-vous toujours le plus proche de la pause déjeuner. C'est-à-dire que si je dois partir, c'est toute la pause déj, donc disons 11h, 15h. Et comme ça, j'ai le matin et la fin d'après-midi pour mes tâches. Après, je compte aussi beaucoup sur l'indépendance et l'autonomie des personnes qui composent mon équipe. À qui, quelquefois, ça les a surpris au début, comment on fonctionnait et tout ça. Et oui, non, moi je pars du principe que j'embauche des gens qui sont soit très créatifs, soit carrément meilleurs dans leur domaine que je ne suis. Donc, tu les trouves où ? Tu les recrutes où ? Parce que s'il y a bien un truc qui est dur, c'est ça. C'est bien s'entourer. Vraiment découverte, hein, ouais. On a fait toutes les erreurs qu'il fallait aussi, hein. On a recruté les personnes pas forcément très performantes ou très très juniors pour faire des économies, et à la fin tu te rends compte que tu as juste perdu un an de salaire parce que ça n'a pas. Et d'autres fois tu as des jackpots. Tu dois t'en séparer, ça se passe comment ? Ouais, il faut faire ça. Enfin, ça dépend au cas par cas, mais oui. Quelquefois, il faut s'en séparer. Quelquefois, il faut recruter quelqu'un au-dessus pour justement qui va la driver. Nous, on a eu beaucoup de chance, donc on a surtout des pépites qui se sont révélées incroyables, qui en fait des personnes qui tout simplement réfléchissent et branchent leur cerveau et remettent en question tout ce qu'elles voient en fait. Genre Maud, pourquoi est-ce qu'on fait un post comme ça ? Ou alors moi je pense que là, y a pas assez, ça fait longtemps qu'on n'a pas assez parlé de notre offre, de notre carte et tout. Et en fait, voilà, moi je pense pas du tout que j'ai toutes les bonnes idées, que toutes mes idées sont bonnes, et qu'à deux cerveaux on est beaucoup plus efficace. Et donc toutes les personnes qui composent l'équipe, on attend vraiment d'elles de s'emparer complètement de leur sujet et de nous challenger sur toutes les décisions qu'on prend, quoi. Évidemment, en tant que fondateur, on aura le dernier mot, mais tu vois, par exemple, on a une nouvelle personne qui est arrivée au produit et au design. Ces personnes-là, c'est nous qui leur posons des questions, genre pourquoi on fait ça comme ça et tout, et c'est elles qui vont avoir le dernier mot à la fin, parce que c'est elles qui sont expertes. Moi, j'ai essayé de faire du design au début, quand j'ai fait le site et tout. C'est un vrai métier, ce truc. On a l'impression que c'est mettre des jolies couleurs et tout ensemble, mais pas du tout. C'est très, très compliqué. Métier, ouais. C'est très, très compliqué. Non, parce que moi, j'aime bien dessiner, je pensais avoir un peu de goût et tout, je me suis dit, ça va aller. Pas du tout. Quel enfer. Quelle difficulté. Comment faire simple, quoi. Comment faire simple Toujours, t'en mets tellement trop de partout. Ah ouais, non, c'est... Voilà. Donc tu les laisses faire leur job. Mais t'as quand même des gens qui vont arriver juniors. Faut bien les former, eux. On a des gens juniors, par exemple des alternants qui ont aujourd'hui qui vont évidemment rester... qui ont une place chez nous réservée et qui sont à un niveau junior, mais en vrai, ils ont tellement progressé, une courbe incroyable, et qui aujourd'hui sont parfaitement honneurs de soit leur réseau, soit leur mission, une partie des communautés. Par exemple, on a Adèle qui s'occupe du customer et tout, qui s'occupe de tous les... on a des sous-groupes dans les 23 000 personnes qui font partie des précommandes, des sous-groupes de personnes qui sont vraiment très fans, qui vont être là vraiment, et dont on a besoin de la vie, avec qui on adore parler et tout. Et c'est elle qui s'en occupe de A à Z, c'est-à-dire qu'on n'est même pas forcément au courant des messages qu'elle leur envoie et tout, parce qu'on leur fait complètement confiance, et que c'est elle qui est devenue experte et spécialiste de sa verticale. Alors la question qu'on a tous envie de savoir, c'est tu les trouves où ces pépites ? Parce qu'on cherche tous des pépites. Mais c'est dur, on ne tombe pas tout le temps sur les pépites, dur, c'est très très long. D'ailleurs, nous avons un poste en communication ouvert en alternance, si quelqu'un veut venir, on n'a pas du tout trouvé de pépites. En vrai, on a eu beaucoup de chance, je pense, au début. Je crois pas à la chance. En vrai, là, c'est vraiment deux chemins qui se croisent. Des personnes... Combien de fois de chance de suite ? 2 fois. Ça fait beaucoup, C'est pas mal. Après, on a eu 2 malchances aussi, Enfin, plus, Juste 2 ? Ok. Tout le monde était génial, c'est juste qu'il faut... il faut fitter, quoi. Ça marche pas,
Non, c'est vraiment des personnes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui ont vu une fois un post passer parce que j'avais mis dans une école de communication, mais même pas des top écoles, hein, du tout. Hein. Moi, pour le coup, je fais pas du tout attention au diplôme. Je pars du principe que t'es pas forcément plus intelligent quand t'as fait HEC ou moins intelligent quand t'as fait une petite école de commerce. Tu demandes plus d'argent. C'est vécu. Certainement, mais je pars du principe que tout le monde est capable, tout le monde est smart et qu'ils ont juste besoin d'un environnement pour être en confiance et se développer. Et c'est ce qu'on offre avec Green Gut. Après, ça peut faire peur aussi. Des personnes qui n'ont pas envie de cette indépendance et cette autonomie, qui n'ont pas envie de ces responsabilités. Il y a des personnes qui ça ne plaisait pas et voilà, et c'est leur choix de vie aussi. Donc, mais non, on a eu beaucoup de chance sur des recrutements, un peu moins sur d'autres, mais c'est bon, on est rodé. Après, les RH, c'est vrai que ça prend un temps de fou de recruter. De fou. Combien de temps de ta semaine ? J'entends quoi une semaine, on va dire, classique ? Ça prend combien de temps ? Ça dépend vraiment, c'est par vague. C'est par vague. Quand on a 3 postes ouverts, ça me fait rendre vraiment 3 ou 4 heures par jour. Après, maintenant, je suis plus celle qui... Enfin, je recrute que dans mes domaines. Je recrute pas les techs, par exemple. Enfin, je fais juste l'entretien final pour savoir si on va pouvoir parler de quelques sujets. Et voilà, quoi. Mais c'est très long. Et évidemment, quand tu es une petite structure, tu as besoin de personnes qui soient très bonnes aussi dans leur domaine. Parce que dans une startup, on va pas se mentir, chaque personne fait le boulot de 3 personnes. Donc il faut qu'ils soient très motivés par la mission, le sujet, qu'ils aient conscience que ils vont donner beaucoup, mais qu'on va aussi leur donner beaucoup. Et il faut que ça soit accepté, ce contrat, des deux côtés. Je te propose de passer à la fin de l'interview. Je t'avais promis pas trop de temps non plus. Bon, ça va, ça fait quoi, 1h05 ? Oh bah ça va. Ça va. Et bah ouais, fin de l'interview, parce que tu vois, il y a quand même pas mal de questions. Donc c'est le moment où je te pose plein de questions de suite. Et puis le but, c'est de répondre assez succinctement, mais j'imagine qu'il y en a où tu vas répondre moins succinctement. T'es prête ? Allons-y. Les 3 livres que tu as le plus offerts, et pourquoi ? Cette question-là. Ne regarde pas comme ça, me fusille du regard. Alors, je n'offre pas souvent de livres. Voilà. Mais si je devais offrir des livres, j'ai pas beaucoup de potes très proches, entrepreneurs et tout. Et ils sont souvent bien plus expérimentés que moi, donc ils ont déjà lu tous les livres. Mais le livre qui, pour moi, m'a vraiment amené quelque chose de très fort dans l'entrepreneuriat, c'est The Hard Things About the Hard Things. Voilà. De Ben Horowitz. Ben Horowitz, Exactement. Voilà, donc on était au début du projet, on avait déjà quelques merdes un peu chiantes et tout, et puis on lit son livre, et puis on se rend compte que ça va. Faut le regarder de temps en temps. Ouais, voilà. Donc lui, c'est vraiment très 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 compliqué ce qu'il a vécu. Après, c'est à l'échelle américaine, donc tout est plus gros. Avec déjà beaucoup plus de millions. Mais les ennuis sont aussi immenses. Donc ça, c'est un livre très cool. Et des livres autres que business, vraiment, pour apprendre, la communauté aime beaucoup s'ouvrir, prendre des nouvelles choses, ajouter un angle à ton prisme de vision sur l'écologie, justement ce truc entre entrepreneuriat, écologie, tout ça. Est-ce que tu as des livres comme ça ? Tu as plein de livres sur l'écologie très intéressants. Je vais évidemment oublier l'auteur. Dans tous les cas, j'ai vu que vous aviez fait un article qui était assez cool, où justement, tu as 4 ou 5 livres, c'est ça ? Mais ça, c'est sur la finance verte, sur l'écologie et tout. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Non une monnaie écologique, par exemple. Il me semble que c'est de Alain Grandjean. Très intéressant. Tu vas avoir... je lis beaucoup de rapports, en fait. L'Institut Rousseau... Ça a l'air d'être super intéressant. Dit comme ça, je suis sûr que tout le monde va se sauter dessus. Vas-y. Le rapport de l'Institut Rousseau, les rapports d'Oxfam, des Amis de la Terre, quelquefois aussi Greenpeace, Rainforest Action, voilà, toutes ces choses-là, tous ces PDF qui font 100 pages, qui sont géniaux. Sinon, en livre, moi en ce moment, je suis en train de lire Siddhartha de Hermann Hesse. Donc ça, c'est très cool. Incroyable. Aussi. Voilà, très très beau livre. D'ailleurs, prix Nobel de littérature. Donc c'est mérité. Et voilà. Sinon, je regarde des séries aussi. Mais tu peux, hein. Ok, les 2-3 séries que tu regardes. Ah non, alors je vais pas du tout dire parce que je vais me décriviser de ouf. Non. Podcast ou chaîne YouTube, compte TikTok, peu importe, préféré pour entreprendre le futur ?
Eh ben, podcast, le tout premier que j'ai écouté sur l'entrepreneuriat, c'est le tien. Donc ça me fait vraiment quelque chose d'être là. Parce que le tout premier, c'est Growthmaker que j'écoutais dans la petite cuisine de mon petit studio à Paris où je disais « Ah ouais, je vais faire ça pour Gringot, ça va être génial, je vais faire ça et tout. » Donc tous les tips marketing que tu donnes et que tes invités donnent aussi, très intéressant. Et ensuite, c'est aussi toi qui m'as fait découvrir dans un des podcasts, tu disais « Ah oui, on embrasse Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself ». Je dis « C'est quoi ça ?» et tout, j'étais voir. Et du coup, lui aussi, pour l'entrepreneuriat, très cool. Un peu plus long, du coup, pour si t'as un peu plus de temps. Et sinon, moi, je suis férue de podcasts d'histoire. Donc, Franck Ferrand sur Radio Classique, Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Géopolitique le matin sur France Inter. Et puis, si tu veux un peu rire, et c'est mon côté un peu communiste, je pense, Guillaume Meurice sur France Inter aussi, très drôle. Et Guillermo Guise aussi, j'aime bien aussi. Voilà. Si tu veux rire, apprendre des histoires, j'adore les histoires en fait. Qu'on me raconte des histoires. Si tu pouvais remonter le temps d'un an et te donner un conseil, ça serait lequel ? Ça serait plutôt une petite phrase que je me glisserais à l'oreille qui est « Tu vas réussir, tu vas y arriver, tu auras une carte Gringot dans les mains un jour ». Parce que en vrai là, tu vois, je suis heureuse, je rigole, c'est cool, mais ça a été tellement dur au début. Tellement dur que les gens y croient, que les gens... Enfin, les réseaux, c'est arrivé assez rapidement, mais autour, pour faire démarrer la chose, ça a été beaucoup de déception, de naïveté, de confiance donnée, qui en fait, évidemment, c'est retourné contre nous. Donc, beaucoup de moments où je dis, c'est pas possible, je vais pleurer à la fois où je vais avoir ma carte qui marchera, ça va être de la folie, quoi. Et voilà. C'est dur, parce que quand les gens croient pas en ton projet, en fait, ils croient pas en toi. Et quand ils croient pas en toi, c'est compliqué soi-même de croire en soi. Et tu es obligé d'avoir le 10 fois, même le triple, le quadruple, voire le fois 10 pour à chaque fois bouger un petit peu l'espèce de pierre, comme on disent les Anglais, move the needle, un tout petit peu à chaque fois. Et tout le temps, ça demande 4 fois plus d'énergie parce que y a tout le monde qui dit bon. Mais surtout, le côté... donc moi, je suis française par mon père et iranienne par ma mère. Et le côté français, la culture qu'on a, c'est de sans arrêt douter de soi. Peut-être encore plus marqué chez les femmes, c'est pourquoi toi, pourquoi tu pourrais y arriver et par rapport aux autres. Enfin, vraiment, tout est impossible, mais littéralement. D'ailleurs, pour mon père, tout est impossible, même s'il a fait des trucs de ouf dans sa vie, tout est impossible. Genre, la première fois que je lui parlais proche, genre, qu'est-ce que tu fais mais par contre, du côté iranien, c'est justement, pourquoi pas toi, si les autres peuvent le faire? Toi aussi, il n'y a aucun problème, tout est possible, rêve très très grand, sois très très ambitieuse. Et du coup, j'ai tous... Enfin, moi, mon grand-père, il était du côté iranien, il était berger à 8 ans, fils de la dernière femme, de la dernière des septième femme d'un chef de clan qui est mort dans le désert. Enfin, vraiment très, très, très loin de actuellement où on est, où ma famille est. Et ils ont réussi de cette partie-là à vraiment vivre, je sais pas, à force de travail. Mais alors, pour le coup, c'est des acharnés de travail. De changer leur vie, aujourd'hui de vivre l'American Dream, le self-made man et tout ça. Et donc j'ai des exemples aussi personnels dans ma famille qui me montrent que c'est possible et pourquoi pas moi. Et ça aide beaucoup dans ce genre de projet. Mais tu mets le doigt sur quelque chose d'important. C'est vrai qu'en tant que Français, c'est vrai qu'on se dit pas vraiment que c'est possible. Heureusement, la Startup Nation, on est un peu plus positif là-dessus. Ambitieux, je sais pas. On est encore très copieurs des Américains quand même. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Ce n'est pas bien grave que vous... Oula, il y a Cyril qui commence à se lancer, super. Il est d'accord avec nous, ça marche. J'ai perdu mon fil de pensée, je te disais, donc non seulement ça nous paraît impossible, oui, mais aussi pour que ce soit possible, faut être capable de dédier sa vie, pas 1 an, pas 5 ans, pas 10 ans, mais dédier sa vie avec des 50, 60, 80, 100 ans. En fait, tu comptes pas, c'est pas du travail, tu y vas, tu parles de travail acharné. Et je pense qu'en France, on a peut-être pas un peu de mal, mais on voit pas comme ça la vie. On fait plus la grève que de travailler très très fort et très très dur. Je sais pas, je sais juste qu'on a une relation au travail qui est très différente aussi. Avoir un travail sécurisé, avoir un CDI est présenté comme un Graal. Et du coup, l'insécurité de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un luxe. Tu vois, moi, j'ai pas de crédit.
Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. J'ai cette voie royale justement où je peux me permettre de me lancer. J'ai des amis qui ont dû faire des crédits pour faire leur école de commerce. Eux, ils ont tous les mois à rembourser une certaine somme d'argent s'ils ont pas, si leur boîte marche pas ou marche pas assez vite. Ils peuvent pas se permettre de se lancer. Donc il y a ça, et puis il y a aussi cette relation au travail où on a l'impression de devoir remercier l'employeur comme un dieu un peu de nous avoir embauchés et de vouloir s'accrocher comme une huître ou une moule à son rocher, je sais pas ce que c'est l'expression, mais voilà, à ce qu'on nous a offert. En plus ça, ouais. Alors que j'ai travaillé aux États-Unis aussi, à New York. Et là-bas, non, le pouvoir est complètement renversé. C'est l'employé qui est... Enfin, l'employeur aussi, mais l'employé aussi. Genre, attends, ça c'est... Moi, je me souviens, je travaillais au CIC à New York. C'était le plus beau bureau que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment. Et ils nous avaient raconté qu'ils avaient dû tout refaire, mais vraiment d'un goût incroyable, parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter. Parce que les mecs rentraient, ils disaient, mais attends, c'est quoi ces bureaux-là? C'est de la merde, moi jamais je viens travailler là. Et ils se cassaient. Du coup, ils étaient obligés de refaire. Alors qu'après, j'ai travaillé dans une autre banque à La Défense, 37e étage. C'est pas la même, hein. Même dans les toilettes, ils ont envie de te rappeler que t'es une fourmi. Il faut que tu fermes, tu sais, que tu t'assoies sur la tête pour fermer la porte. Ah, moi, je suis hyper sensible à l'aménagement de l'espace, en fait. C'était mon sujet de prépa, j'ai complètement raté, et depuis, ça tourne. Et je trouve que c'est très important. Même dans les toilettes, tu te rappelles que t'es une fourmi exceptionnelle. Ouais. Non, mais vraiment, c'est fou. Mais en fait, même les couloirs, ils font 1m10 et ça fait 1m90 de hauteur sur le plafond. Enfin, c'est un truc de fou. Alors qu'ils ont de la place, que c'est La Défense et que je suis au dernier étage. Enfin, c'est fou. Donc en France, on a beaucoup ce côté amène au patron, à l'employeur, alors que maintenant, en plus que je suis de l'autre côté et que c'est moi qui recrute, il faut vraiment qu'on se rende compte que si t'es l'employé, ils partent. Mais en fait, c'est la fin, donc c'est la ressource la plus importante que tu peux avoir. Et c'est eux, merci d'être là et de nous accompagner, et de croire au projet et de vouloir faire grandir avec nous. Merci à eux. C'est marrant que tu pointais dans moi, je voyais la relation au travail un peu différemment, c'est-à-dire socialement. Aux US, c'est très très bien vu d'être busy. C'est normal d'avoir 1, 2 jobs, voire 3 si t'es un peu fou. Le hustle est bien vu. De make it, d'être ambitieux, c'est hyper bien vu. C'est très important, ouais. D'ailleurs, ils se survendent tous d'une manière incroyable. En France, c'est très mal vu. Tu peux pas, ouais. De travailler beaucoup, c'est celui qui travaille ou celle qui travaille trop. Enfin, c'est pas fait pour ça, la vie. La vie, c'est aussi fait pour aller boire des coups en terrasse, pour aller... Sauf... mais aux États-Unis, en tout cas à New York, moi j'avais remarqué aussi un peu l'inverse. En France, tu vois, quand t'es consultant, quand t'es dans une grosse banque et tout, faut que tu restes jusqu'à 11h, tu commandes tes sushis en bas et tout, parce que sinon tu travailles pas assez. Aux États-Unis, tu restes après 7h du soir, t'es juste pas productif. T'es pas effectif, tu sais pas faire ton taf. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc il y a aussi, et puis alors après c'était peut-être biaisé parce que j'étais à New York où le marché du travail était hyper tendu, donc tu pouvais rapidement trouver du travail. Nous on avait des massage days, des puppy days, donc ils arrivaient avec des puppies, donc des petits chiots. On avait des nail days, donc ils nous faisaient les ongles, des cours de yoga organisés. J'ai jamais été aussi bien traitée de toute ma vie que là-bas. J'étais stagiaire. C'était la folie. Ouais, ça, après, je pense, comme tu dis, ça peut être New York à un moment aussi. Oui, bien sûr, mais je sais que tous les Français que j'ai rencontrés là-bas, et mes collègues et tout, c'était la même chose. Ok. Allez, il y a faire vos VIE là-bas. Qui se passe... Ouais, voilà, peut-être en VIE. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. On le voit dans les documentaires, dans les films. En fait, les gens, ils ne sont pas tous très bien traités, ils ne sont pas tous très bien payés. En fait, c'est... Et s'ils font 3 jobs, il y a une raison. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que là, pour le coup, si le diplôme va jouer beaucoup aux États-Unis, énormément. Et c'est aussi une posture que tout le monde n'a pas, de se survendre, d'aller chercher toujours plus et tout. Et c'est d'ailleurs ce que les Français n'ont pas du tout aux États-Unis quand ils y vont. Ils vont toujours se sous-vendre et dire oui, j'ai fait 3 alors qu'ils ont fait 5, alors que les Américains, ils vont dire oui, j'ai fait 10 alors que j'ai fait 5. Du coup, les recruteurs, ils sont là, mais attends, mais il dit qu'il a fait 3, donc il a fait 0, tu vois. Donc c'est complètement connecté. Mais oui, je dis pas du tout que le marché du travail aux États-Unis est un exemple. Je pense juste au niveau un petit peu plus de la posture que j'ai pu remarquer, de pas ce genre de remarques un peu connes qu'on entend moins, mais genre tu pars à 9h du soir, pourquoi t'as pris ton après-midi. Voilà, ce genre de choses-là, tu vois, c'est... Enfin non, c'est ridicule. T'aurais fait quoi de ta vie si t'avais pas fait ça? C'est une très bonne question.
ne saura jamais. J'aurais fait un autre projet dans l'environnement et l'impact. Je veux absolument pouvoir dire, si un jour j'ai des enfants, les regarder dans les yeux et leur dire que j'ai tout fait, j'ai tout donné pour essayer de changer ça. Don't look down, c'est ça. Don't look up. C'est ça. C'est quoi Green God dans 10 ans? Alors, en vrai, le système financier change beaucoup en ce moment. Tu as beaucoup de nouveaux développements. Donc, je ne sais pas exactement. En tout cas, je sais on prendra la voie qui nous offrira le plus de moyens et de leviers d'impact. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on voyait les choses, ça serait d'aller chercher une licence d'établissement de crédit pour devenir une banque et faire du crédit et tout ça, parce que l'épargne, c'est un gros levier pour investir dans la transition bas carbone, mais le crédit aussi. Après, est-ce qu'il y aura d'autres moyens de faire ça sans passer par tout ce qui est licence, réglementation et tout, qui est un peu lent et très coûteux et voilà. Je ne sais pas encore. Je sais juste qu'on cherchera toujours la route qui nous permettra d'avoir le plus d'impact et le plus de personnes avec nous pour avoir très logiquement toujours le plus d'impact. Magnifique, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Dernière question. Une bouteille à la mer, un conseil immuable à transmettre à la prochaine génération d'entrepreneurs. Que vous avez rendez-vous avec l'histoire. Vraiment. Très important. On peut tous faire des choses à notre échelle. Les entrepreneurs, avec tu vois, la puissance aujourd'hui des GAFA, peuvent vraiment presque concurrencer des États ou des groupements d'États. Et donc, si on arrive à avoir ce genre de pouvoir du côté d'une entité, bon, ça paraît un peu idéaliste, mais qui voudrait justement lutter contre la crise climatique, ça pourrait faire changer les choses d'une manière incroyable. Et merci beaucoup pour ton temps, pour ta transparence. C'était hyper cool. Tu en as pensé quoi de cette première version bêta de Makers? Cool. Écoute, j'espère que ceux qui t'écoutent d'habitude aimeront aussi c'est un peu moins de chiffres et un peu plus d'histoire. De réflexion. Ouais, évidemment, c'est le but. Hein. Réfléchir, voir ce qu'on peut faire différemment, mieux. Je te dis à la prochaine. Carrément, la prochaine fois, on pourra t'amener plus de chiffres, plus de KPI et ce sera Clément qui sera avec nous. Trop bien. Ciao. Ciao.